Donc, on peut rappeler pour ceux qui nous ont rejoints, pour si par hasard n'auraient pas pu nous entendre jusqu'à présent, hein, on évoquait trois choses, les nouveautés, les nouvelles offres chez Yomoni avec l'intégration du fonds euro, de nouvelles enveloppes comme le concept de PEA, et Sébastien à l'instant nous parlait de l'amélioration de l'expérience mobile. Alors je rebondis là-dessus, on a pas mal de clients qui nous posent souvent la question de quand est-ce qu'on va faire une app mobile, et si oui, quand est-ce qu'on va la faire? Alors ça, c'est vrai qu'on a eu la question fréquemment. Nous, pour l'instant, on se concentre sur une expérience du site mobile qui soit de très bonne qualité, et on vérifie bien que quel que soit l'appareil, l'expérience soit très bonne et très fluide et très rapide, parce qu'on sait que c'est des éléments clés pour une bonne consultation. L'app mobile viendra en son temps. C'est vrai que pour l'instant, elle n'est pas dans la roadmap à court terme. Alors, je reviens juste une petite seconde sur les nouvelles enveloppes. Donc, on avait dit compte titre, PEA, possibilité de transférer très facilement son PEA si on en a dans une autre banque. Il y a une question qui revient souvent, c'est si je transfère mon PEA ou si j'ouvre un PEA chez Yomoni, est-ce que j'ai le choix entre plusieurs profils de risque? Alors, la réponse est simple, non. On n'a pas le choix. Le PEA est réglementairement investi à 100% en actions. Donc, pour l'instant, notre PEA correspond à notre profil qui est 100% en action, lui aussi, qui est le profil 10, donc le profil en risque maximal. Donc, on l'a gardé en tant que tel. Ce qu'on a quand même réalisé, malgré certaines contraintes du PEA, c'est comment d'avoir une diversification internationale, qui est souvent contrainte dans le PEA à avoir une exposition qu'européenne. On a élargi cela avec des partenaires qui nous ont aidés sur des produits indiciels, toujours sur les actions. Et donc, on a des marchés émergents, des États-Unis, du Pacifique, du Japon et également de l'Europe dans notre PEA. Mais pas de réponse sur, pas de possibilité de changer de profil quand on veut avoir un PEA. D'accord. Alors, peut-être, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne peut-être sur le fonds euro tout à l'heure pour préciser certaines choses, peut-être avant, parce que c'est vraiment lié avec ces nouvelles enveloppes, et au fait, Sébastien disait qu'on répondait à la demande des clients. On a beaucoup de clients qui nous demandent s'ils peuvent ouvrir un autre compte chez Yomoni, et comment ça sera géré. Est-ce que ça va être géré sur la même interface? Est-ce qu'on peut facilement reprendre des informations qu'on a déjà données? Alors ça, c'est ce qu'on appelle le projet chez nous multi-compte. C'est la possibilité pour nos clients qui ont déjà souscrit une assurance vie ou qui ont déjà délégué un compte titre, un PEA, de pouvoir ouvrir un nouveau contrat. Alors pourquoi on veut leur proposer ça et pourquoi ils nous le demandent? C'est parce que vous pouvez avoir différents projets avec différents horizons de placement. Je vais vous prendre un exemple très simple, c'est que vous allez avoir un horizon de placement peut-être à 30 ans pour votre retraite, et dans ces cas-là, on va peut-être pouvoir prendre un peu plus de risques avec des profils de risque un peu plus élevés, et puis vous allez peut-être vouloir dans 3 ans faire une année sabbatique, et donc il va falloir peut-être un peu plus sécuriser votre épargne, et dans ce cas-là, on va avoir un profil un peu plus bas. En permettant à nos clients d'ouvrir plusieurs assurances vie, ça permet d'avoir plusieurs projets, et donc d'avoir plusieurs profils de risque et gérer différemment. Donc ça, c'est très important pour nous. Pour permettre ça de la manière la plus simple, c'est de ne pas avoir à tout refaire et de plutôt uniquement se focaliser sur le projet et l'horizon de placement. On est en train de travailler pour simplifier le process d'une nouvelle souscription et permettre dans l'outil de consultation de pouvoir avoir l'intégralité de ces contrats d'assurance vie et de ces comptes titres. Et ça, c'est quel horizon pour un client qui souhaiterait rentrer dans ce... Là-dessus, on est sur courant juillet pour permettre à nos clients d'avoir accès à tout ça et les équipes travaillent, c'est leur priorité du moment. Et alors, il y avait un deuxième sujet encore très lié à cet aspect plusieurs comptes. Il y a pas mal de clients qui nous demandent est-ce que je peux ouvrir une assurance vie pour mes enfants? Alors ça, moi j'y suis d'autant plus sensible que j'ai une petite fille de 2 ans où j'aimerais bien effectivement ouvrir une assurance vie. Le drame des banques, c'est généralement que la meilleure idée qu'elles ont lorsqu'elles voient un berceau traverser la porte d'une agence, c'est de leur proposer un livret A alors que l'horizon de placement est d'au moins 18 ans. Donc, on sait que c'est évident qu'il faut qu'on puisse proposer à nos clients d'ouvrir des contrats d'assurance vie pour leurs enfants. On est en train de travailler dessus pour être sûr que les choses là aussi soient les plus simples possibles dès le démarrage. Très bien. Alors, je pense que c'est clair sur les aspects multi-comptes. Alors, ce qu'on se disait, peut-être revenir un peu sur cette intégration du fonds euro. Donc, on a intégré cette nouvelle offre depuis fin mai. Peut-être qu'on savait, est-ce que tu pourrais revenir sur l'impact, déjà qui ça concerne chez nous, l'intégration du fonds euro, quels sont les clients qui sont concernés et comment ce fonds euro vient s'intégrer dans les portefeuilles existants? Alors, le fonds euro, c'est, pour rappeler un petit peu ce que c'est, le fonds euro, c'est de l'argent géré par l'assureur, donc c'est sur ses fonds propres, son bilan, c'est-à-dire que c'est lui qui va garantir le capital et ça ne va pas être généré directement par nous, par Yomoni.
Donc on a fait ce choix-là, qui était quelque part de transférer cet argent des clients chez l'assureur. Donc c'est sur Avenir, et le fonds c'est sur Avenir Rendement. Pour une raison assez simple, c'est l'allocation en produits monétaires aujourd'hui qu'on utilisait dans les actifs avec peu de risques, la partie qu'on ne pouvait pas appeler garantie, mais qu'on voulait avoir comme amortisseur des portefeuilles, rapportait peu, et voire rapportait rien, et surtout ne compensait absolument pas les frais, et n'avait aucune promesse de performance ni de perspective d'amélioration, sachant un peu la condition de politique de taux de notre banque centrale. Donc on a mis cette allocation, ça permet de garantir le capital, donc je l'ai dit tout à l'heure, je crois qu'on a eu un petit problème de son. Donc, quitte à le répéter, c'est assez important. Le profil 1 est entièrement garanti, 100% garanti. Le profil 2 a 20% d'actifs de notre gestion et 80% en fonds en euros. Et ensuite, on est dégressif de 20 en 20, 60, 40, 20 pour les profils 3, 4, 5. Donc, ça permet en fait un panachage entre notre gestion d'un côté, qui est pilotée par Montaza, et puis le fonds euro filiale du Crédit Mutuel Arkéa. Et alors, donc ça, c'est l'impact de gestion, investissement, comment ça s'intègre dans les portefeuilles. Est-ce qu'il y a un autre impact Le premier impact de gestion que je voulais préciser, c'est que le fonds en euros que nous avons choisi a performé, a rendu 2,9% après frais l'an dernier en 2015. Donc, ça nous semble de bon augure d'avoir des rendements supérieurs à 2 et probablement inférieurs à 2,9, mais en tout cas qui sont clairement supérieurs au rendement qu'on aurait pu avoir si on avait gardé notre poche monétaire. Après, il y a une deuxième partie qui est plus, non pas sur la performance, mais sur les frais. Et je pense que Sébastien a vu... sur les frais, je l'ai dit, mais c'est important. Nous, on ne prélève des frais que sur la partie qu'on gère. Ça me paraît évident, mais c'est bien de le rappeler. Donc, ça veut dire que sur la partie fonds euro qui est gérée par l'assureur, il n'y a pas de frais de gestion de mandat. Donc, ça se traduit comment sur la tarification? Vous vous souvenez qu'on avait une tarification unique à 1,6% sur l'assurance vie. Aujourd'hui, en fonction du niveau de fonds euros que vous avez dans votre profil, vous partez de 0,6% de frais de gestion tout compris sur un profil 1 jusqu'à 1,6% qui n'a pas bougé sur les profils les plus risqués. Pour un profil 1, il faut bien se rendre compte qu'on a enlevé 1% de frais sur l'ensemble du profil. Donc, une gestion, on va dire que le mandat Yomoni est accessible dès maintenant à partir de 1 000 €, mais également des 0,6%. Je rebondis sur cette question des frais, parce que c'est un sujet qui revient souvent avec nos clients. On essaye d'être le plus transparent possible. Néanmoins, il y a toujours des questions pour essayer de bien comprendre comment sont structurés nos frais, et notamment comment ils sont structurés par rapport à ce qui se fait dans l'industrie à nos concurrents. Je crois qu'on a une nouveauté aussi là-dessus. Alors ça, c'est un de nos grands combats, et c'est le combat pour la transparence. On sait que généralement, les banques et les services financiers au sens général ont tendance à compliquer beaucoup les choses, et ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver. Donc nous, quand on parle de 1,6% de frais tout compris, on intègre absolument tout. On intègre les frais de l'assureur, on intègre les frais de gestion du mandat que prend Yomoni, et on intègre aussi, chose importante, les frais qui sont prélevés par les instruments financiers qu'on utilise. Et ça, généralement, cette troisième case de frais, elle est rarement exprimée dans les autres gestions, et c'est là où il y a un vrai décalage. Donc parfois, vous avez des contrats d'assurance vie pilotés qui vont apparaître à 0,85 de frais de gestion du contrat, sauf qu'il faut ajouter aussi les frais des sous-jacents, les frais des instruments financiers qu'on utilise, et là, ça augmente nettement la note. Donc, ce qu'on a voulu faire pour être le plus didactique et le plus pédagogique possible, c'est qu'on a créé un site, parce qu'on a eu beaucoup de fois la question, il s'appelle www.gérersonépargne.fr, et là, on a pris les 3 offres de gestion sous mandat d'assurance vie pilotée à partir de 1 000 € disponibles en ligne. L'intégralité des frais, donc dont Yomoni, on a listé l'intégralité des frais de ces trois compartiments de frais, c'est-à-dire les frais de l'assurance, les frais de la gestion du mandat et les frais des sous-jacents. Et on a fait un point pour bien valider que globalement, Yomoni ressort quasiment 2 fois moins cher si on prend la totalité des frais, c'est important. Heureusement, le régulateur européen nous aide et à partir de fin décembre, normalement, l'ensemble des gestions devront être obligées d'afficher l'intégralité de ces frais. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour les épargnants. Parfait, c'est clair. Alors, juste un petit mot, on voit qu'il y a des questions qui tombent, là, pas d'inquiétude, on les note bien. Ce que je vous propose, c'est qu'on y reviendra dans un troisième temps. Là, je pense qu'on a fait le tour un peu des nouveautés Yomoni. Ce que je propose peut-être, c'est que là, on passe à la partie actualité des marchés et perspectives d'investissement. Donc, ça va, je laisse la parole là-dessus et puis on reviendra sur les questions juste après. Alors, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était mi-février. Les conditions de marché étaient un petit peu différentes. Probablement plus brusquées et plus incertaines.
on a un petit peu vu les marchés évoluer et on a une perspective un peu plus optimiste, quand même, nettement plus optimiste qu'on l'avait en fin d'année dernière. Pour rentrer dans les détails, en fin d'année dernière, on avait ce risque d'avoir un secteur pétrolier très endommagé aux États-Unis qui contamine l'ensemble du secteur industriel en Europe, aux États-Unis et puis dans le reste du monde. On a eu ces prémices-là au début, dans les 2 premiers mois, dans l'ensemble des bourses mondiales et également sur certains chiffres économiques. Et puis à partir de mars, on a vraiment vu une rupture sur l'essentiel des chiffres, ce qui nous a amené à réviser notre scénario et à réduire la probabilité de récession, ce qui nous a logiquement amené à avoir un positionnement moins défensif dans les portefeuilles. On a également une autre batterie d'indicateurs qui n'est pas uniquement macroéconomique et subjectif, qui est à fréquence plus rapide, qui sont des indicateurs quantitatifs de marché. Eux aussi ont commencé à se retourner avec un peu moins de rapidité et on commence à avoir des signes assez concordants d'une amélioration des conditions de marché. Faut se souvenir qu'on a vraiment une approche en risque. On essaye, on va dire, assez peu de prédire l'avenir, mais plutôt de prédire les risques. Et ce qui semble arriver, c'est un moindre degré de stress, un moindre degré de risque dans les mois, les semaines qui viennent. Alors évidemment, il y a toujours des événements extraordinaires, mais il nous semble que les conditions de marché sont revenues à la normale. Et donc c'était un bon moment depuis la mi-mars de revenir progressivement sur une normalisation des portefeuilles. D'accord. Donc, concordance des indicateurs macroéconomiques et quantitatifs, plutôt positifs. Et donc, retour à la normale. Plutôt retour à la normale. Et donc, nous, on revient aussi à la normale, avec peut-être un peu plus même que la normale en termes de position de risque. Justement, tu as lu la lettre d'investissement qu'on vient de publier, donc qui décrit un petit peu, de façon simple et détaillée, l'essentiel de ces perspectives économiques. Alors justement, est-ce que peut-être tu pourrais nous dire en 2 mots qu'est-ce qui s'est passé sur nos portefeuilles, qu'est-ce qu'on a fait par rapport à cette analyse sur nos portefeuilles ces derniers temps? Alors sur nos portefeuilles, il y a toujours 2 compartiments. Un compartiment qui résulte on va dire de la conjoncture et des indicateurs quantitatifs. Donc c'est cette petite partie du portefeuille qu'on a rééquilibrée en actions. Donc, plus explicitement, on a augmenté les actions de façon générale, avec un peu plus d'Europe qu'on avait auparavant. Et puis, on a fait ça au détriment d'actifs plutôt défensifs, donc de l'or, on a commencé à réduire déjà depuis fin avril, et également des obligations dans l'État, aux États-Unis en particulier. Et donc là, ce que tu disais, c'est la partie tactique, la partie stratégique. Donc alors là, justement, il y a un événement assez important qu'on peut voir dans les portefeuilles sur la réallocation de fin mai. On a eu également la réallocation annuelle de la révision de nos allocations stratégiques. Ce sont ces allocations de long terme qui représentent vraiment le cœur du portefeuille sur lequel on va osciller autour pour gérer le risque. Mais ces allocations-là ont été revues sur notre allocation stratégique, où on fait tourner effectivement beaucoup de modèles quantitatifs, mais aussi une intuition sur quelles sont les maîtrises, les mesures du risque qui sont appropriées, qui sert également au simulateur qu'on a en entrée. Donc, avec ce simulateur, on a des paramètres de risque et on essaie de trouver quel est le meilleur portefeuille à long terme pour chacun de ces niveaux de risque. Donc là, on a effectivement rééquilibré. Ça s'est traduit, pour être précis, ça s'est traduit avec une poche action plus importante pour les portefeuilles de 4 à 10. Et comme on a créé ces portefeuilles 1 à 3 qui sont un peu plus défensifs avec les fonds en euros, c'est vrai que c'est un petit peu différent pour ces portefeuilles-là. Donc, généralement, de 4 à 10, que ce soit pour l'allocation de la partie tactique ou stratégique, on pose de la poche. Exactement. Le 4 est un peu pivot, mais effectivement 5, 6 et surtout 7, 8, 9 ont plus d'actions qu'on avait auparavant en moyenne long terme. Et je pense que c'est très important de préciser parce qu'on a souvent la question sur comment nous gérons l'allocation. Il faut bien voir qu'on a un peu le meilleur des 2 mondes. C'est-à-dire que bien sûr, il y a des modèles quantitatifs et bien sûr que derrière Robot se cachent des modèles mathématiques avec beaucoup de données, beaucoup d'analyses. Mais couplé à ça, vous avez l'expérience des gérants avec des dizaines d'années à analyser, interpréter ces signaux forts ou faibles. Et je pense que c'est bien le mélange des 2. C'est comme ça que l'équipe de Mourtaza gère. C'est le mélange de signaux quantitatifs, de modèles, et surtout de l'expérience du gérant et d'analyse qualitative
fait par l'ensemble de l'équipe et par le comité de gestion. Et ça, c'est souvent une question qui est posée. Il y a bien ce mélange des deux qui permet, à mon avis, d'avoir une décision beaucoup plus pertinente. Alors, il y a un autre élément qui arrive aussi dans le cadre des réallocations, qui passe parfois, qui n'est pas forcément connu des clients, c'est qu'on ne décide pas simplement de l'allocation du niveau de chaque poche dans le portefeuille, mais parfois aussi on change les produits, les sous-jacents, donc les titres qui composent le portefeuille. À quoi ça sert ça? Qu'est-ce que ça apporte aux clients? Alors ça, c'est vrai que c'est des choses plus techniques et dont on ne communique pas directement dans notre lettre mensuelle, mais régulièrement, à peu près 1 à 2 fois par mois, on fait la revue des sous-jacents, donc ces fonds indiciels, ces ETF, ces trackers qu'on utilise dans les portefeuilles, et on essaie de regarder, on va dire, s'ils sont satisfaisants par rapport à ce qu'on attend d'eux. On attend d'eux qu'ils répliquent un indice, donc ils suivent l'indice qu'on leur a demandé de répliquer, et ça, tous ne sont pas à égalité là-dessus sur la qualité de répliquer à l'identique. La deuxième sont évidemment les frais, certains sont plus chers que d'autres pour faire la même chose. Et enfin, un aspect beaucoup plus technique qui est l'aspect transactionnel, c'est-à-dire que quand vous faites des rebalancements, quand nous faisons des rebalancements, également quand vous faites des versements mensuels, on va aller sur le marché pour acheter ces titres. Et ces titres ne sont pas forcément disponibles s'ils ne sont pas liquides, et on va avoir des écarts de prix par rapport au marché. Et donc on souhaite, dans le détail de ces transactions, être au meilleur prix, au prix le plus juste. Et souvent, il faut aller chercher le produit qui, lui, a cette faculté d'être toujours disponible sur le marché au meilleur prix. Donc sur ces 3 paramètres, on fait souvent des réallocations, alors qui suscitent, on va dire, des petits changements dans les portefeuilles, pas forcément visibles, mais qui occasionnent de temps en temps du courrier. Mais c'est effectivement un travail de longue haleine, qui est plutôt un travail discret sur chaque produit qui est revu régulièrement. Et là, ce qu'on a noté aussi comme bonne nouvelle pour les clients, c'est que ce type de produit a tendance à être de plus en plus populaire et voir ses prix baisser. Donc, on a aussi progressivement des bonnes nouvelles qui arrivent progressivement sur les mêmes produits dont les prix baissent sans même qu'on ait à échanger. Merci en tout cas pour tous ces éléments d'explication clairs, Mortaza. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux questions qui nous ont été posées avant et pendant la conférence. Alors, je vais rebondir sur un élément que tu as évoqué dans ta dernière réponse, les courriers papier. C'est une question pour Sébastien. Alors, on a beaucoup de clients qui nous parlent de ça depuis pas mal de temps, sur beaucoup de courriers. Alors, il y a des aspects qui sont effectivement, on souhaite être totalement digital pour des raisons réglementaires et sur la partie assurance. Les réallocations aujourd'hui génèrent des courriers qui encombrent vos boîtes aux lettres, et ça, on en a tout à fait conscience. On travaille dessus pour trouver une solution qui soit à la fois fiable, qui respecte la réglementation et qui vous permette d'avoir la même information disponible sur le site de consultation comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, logiquement, le travail est en cours et pour la rentrée, les courriers d'allocation ne seront plus dans vos boîtes aux lettres. Elles seront directement dans votre outil de consultation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu et on comprend parfaitement et on travaille dessus. Alors, on avait une autre question qui revient sur le sujet du fonds euro. Alors, peut-être pour repréciser, pour les nouveaux profils incluant les fonds euros, vous proposez d'en profiter tout de suite sans frais. En fait, je pense que ce qu'il faut qu'on reprécise, c'est pour les clients qui sont existants et qui ont déjà un compte ouvert de 1 à 5, il y a 2 solutions qui se présentent à eux. Soit ils attendent et ils seront rebasculés automatiquement dans une réallocation qui aura lieu fin août, 1er septembre, sur les nouvelles allocations qui prennent le fonds euro. Soit ils peuvent eux-mêmes faire le choix de basculer vers ces nouvelles allocations directement depuis leur espace en ligne. Il y a un message qui leur avertit qu'ils peuvent passer dans ces nouvelles allocations. Il suffit de cliquer et valider un bordereau et là, ils passent dans les nouvelles allocations. C'est bien ça. C'est bien ça. Les conditions tarifaires s'appliquent telles qu'on les avait vues tout à l'heure. Alors, on avait une question de culture sur le fonds euro, qui est pourquoi les rendements du fonds euro sont différents suivant les assureurs. Ça, c'est une question assez technique sur le monde de l'assurance. C'est un monde vaste et sophistiqué, mais je pense qu'il faut qu'on puisse faire simple, parce que tout peut se résumer assez simplement. C'est-à-dire que l'assureur vous garantit un taux en fonction de ce qu'il fait avec votre argent. Et il essaie, lui, de gagner de l'argent avec cet argent et vous en donner une partie. Ce qu'il fait avec cet argent, c'est qu'il achète des obligations d'État, donc des bons du Trésor français. C'est la masse historique d'une allocation d'un assureur, parce que c'est complètement garanti. Et ça fournissait du rendement. Ensuite, il s'est progressivement diversifié
pour essayer d'équilibrer un peu plus de rendement et de toujours ne pas avoir trop de risques dans le portefeuille pour être toujours capable de garantir le capital et de proposer un rendement intéressant. Et donc, généralement, les assureurs sont aussi diversifiés dans l'immobilier, sont aussi diversifiés dans un petit peu d'actions et sont aussi beaucoup diversifiés ces dernières années sur la dette d'entreprise. La dette d'entreprise est un peu plus risquée que la dette de l'État français et ça permet un peu plus de rendement. Historiquement, on sait aussi qu'il y a quelques assureurs qui sont aussi aventurés souvent en Méditerranée, par exemple, sur d'autres États, ce qui n'est pas le cas de l'assureur qu'on a choisi. Donc, l'assureur gère ce risque pour essayer de fournir du rendement parce que l'assuré, lui, ne subit pas un risque de court terme sur la valeur de ses actifs. Ils sont garantis par l'assureur. D'accord. Et je rappelle que aussi une assurance vie est in fine jusqu'à un certain niveau garantie par l'État sur le capital humain. Alors, il y a une question, mais je pense que tu as déjà un peu répondu, bien pour repréciser. Est-ce que certains assureurs prennent plus de risques dans les investissements qu'ils font au sein de leur fonds euro? C'est vrai que j'ai répondu qu'à la moitié de ta question, j'ai juste expliqué comment ça marchait. La conclusion, c'est que comme tout le monde n'a pas la même politique d'investissement, la même allocation, ils n'arrivent pas à en tirer les mêmes rendements. Surtout que les rendements qui sont servis aujourd'hui correspondent souvent à des investissements qui ont été faits dans le passé. C'est un élément très important dans le fonds euro, c'est que effectivement l'assureur a la possibilité de ce qu'on appelle stocker de la plus-value. Donc il a pu faire des gains dans les années passées, puis il a décidé de garder ses gains dans son fonds euro et pouvoir les distribuer plus tard. C'est ce qu'ils sont tous en train de faire in fine, et c'est pour ça qu'ils arrivent à proposer des taux comme sur Avenir Rendement à 2,90 alors que les rendements monétaires sont beaucoup plus bas. C'est parce qu'il avait déjà de la plus-value dans le passé et qu'il est en train de la redistribuer actuellement. Donc ça, c'est un élément important. Et chaque assureur a le choix et décide de sa politique de redistribution des gains passés. Donc certains vont décider d'en allouer une partie significative dès maintenant. Certains vont vouloir encore conserver des plus-values passées pour les années futures. Donc chacun a un peu sa stratégie, à la fois d'allocation, donc des performances différentes, et aussi de gestion de la plus-value stockée pour la redistribuer. Et en dernier lieu, par rapport à la gestion, effectivement, tous les assureurs n'ont pas les mêmes frais. Donc, in fine, la performance nette ne va pas être la même. Alors, nous, on distribue sans frais de money sur l'assurance vie, mais pour le client, on va être très clair, il y a des frais. Les frais sont exactement 0,6%. Donc, c'est ce qu'on trouve, on va dire, de moins cher sur le marché de l'assurance vie, et ce qui est un peu le standard sur l'assurance vie. Pas de frais d'entrée, toujours les mêmes conditions. Parfait. Alors, on a une question vraiment d'actualité aujourd'hui. Pensez-vous qu'il faille abaisser son profil de risque dans l'éventualité d'un Brexit? Alors, je me lance parce qu'on a écrit sur le Brexit, sur la lettre d'investissement récemment. Donc, je ne pourrais pas cacher que pour moi, le Brexit serait une bonne nouvelle, mais ça, c'est une perspective très personnelle. Je pense que c'est très peu probable. Je pense qu'il faut faire attention entre sondage, qualité des sondages, degré médiatique et probabilité. La probabilité que donc les gens votent pour une sortie de l'Union européenne au Royaume-Uni est très faible, même si les sondages montrent 40%. En fait, si vous avez 40%, vous perdez de façon certaine. Donc la probabilité n'est pas de 40%, la probabilité est plutôt de 20% de sortir et de 80% de rester. D'ailleurs, les meilleurs sondages sur le sujet, c'est généralement les codes des bookmakers anglais qui adorent ça. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a clairement un grand favori qui est le non-Brexit. Voilà. Ensuite, il y a toujours d'incertitudes. Il suffit qu'ils perdent l'euro et qu'ils soient vraiment très mécontents et qu'ils se lèvent tous en masse pour aller voter. On ne sait rien de ce qui va se passer les deux prochaines semaines, mais voilà, il y a quand même toujours l'univers des possibles. Ce qui se passerait sur les marchés, ça serait effectivement une certaine défiance à court terme. Mais ça serait de l'ordre de la semaine. En fait, paradoxalement, je pense qu'un Brexit serait très favorable au marché actions anglais, ce qui n'est pas une vue du consensus, mais en fait, ça serait très défavorable à l'euro sterling. Donc la monnaie aurait tendance à baisser. Quand la monnaie baisse fortement, les marchés actions d'un pays très exportateur ou un pays qui a beaucoup de sociétés internationales comme le marché anglais, qui a beaucoup de minières par exemple, aurait tendance à s'envoler. Donc c'est ce qui risque de se passer si le Brexit arrive. C'est plutôt, contrairement au pronostic, c'est plutôt un marché action qui va fortement monter et une niche qui va baisser. Ensuite, moi je le rappelle, on ne fait pas de gestion sur des prévisions, on fait de gestion plutôt sur la gestion du risque. Donc nous, on considère que le risque est relativement faible, donc on n'a pas une position particulière sur l'Angleterre. Ensuite, en Europe,
On a une allocation globale européenne. On n'a pas séparé l'Angleterre du reste de l'Europe. On a une grande Europe, qui est l'Europe avec les pays nordiques, avec la Suisse, l'Angleterre et évidemment l'Union européenne. Donc c'est une Europe très diversifiée sur laquelle on n'a pas de choix de pays. Alors, et là, pour être sûr qu'on a bien répondu vraiment à la question du plan, lui, je pense qu'il se demande, Adrien, s'il y a un risque, effectivement, là, tu as répondu sur ça, mais est-ce que lui, il doit, du coup, sur son profil de gestion, activer quelque chose, le baisser, l'augmenter, est-ce qu'il doit toucher à son profil de gestion? En fait, si je peux répondre à ça, parce que c'est un élément important, c'est que le profil de gestion il est défini par avoir un horizon de placement et par rapport à un ensemble d'éléments qui dépendent de la situation de la personne. Après, c'est le travail de l'équipe de gestion aussi de prendre en compte des événements ou des probabilités d'événements ou des éléments spécifiques du marché, aussi bien qualitatifs que quantitatifs. Et donc, a priori, sauf énorme stress personnel à se dire qu'il a une vision très claire sur ce qui va se passer sur le Brexit et qu'il pense que il va vraiment avoir des gros problèmes, il n'y a pas de raison de bouger son profil. Voilà, c'est la grande discussion qu'on avait en février, où Alexis, justement, de la gestion était avec nous, et c'est vrai que c'est très clair. Il y a la gestion des investissements, la partie marché et conjoncture ou valorisation et niveau de stress du marché, et puis il y a terme qui est indépendant des conditions, surtout à court terme, comme un événement anecdotique, comme un vote sur un référendum qui reviendra, etc. Donc, la réponse est surtout ne pas jouer avec son profil pour anticiper et faire un geste de gestion. En moyenne, ce qui va se passer, c'est qu'on va baisser le risque, il ne va pas y avoir de Brexit, les marchés risquent de monter de 5%, vous revenez plus tard, vous avez l'impression d'avoir je ne dis pas que les marchés vont monter de 5%, mais après le Brexit, mais en tout cas, il y a cette possibilité-là, donc finalement, d'avoir fait des allers-retours peut-être moins. Donc ça fait le lien aussi avec ce que disait Sébastien tout à l'heure sur le choix de différents projets. En fait, un niveau de risque, ça correspond à un projet, une horizon de temps, une situation personnelle. Et puis, en ce qui concerne l'évolution des marchés, ça, c'est la gestion. Ça, c'est le job. Alors, il y a une autre question sur, alors assez précis, sur les frais dans le cadre d'un PEA. En fait, un PEA donc, qui est profil 10, il va être sur la même structure de frais qu'une assurance vie profil 10, donc 1,6, dont 0,7% pour la gestion Yomoni, 0,3% pour les ETF, les produits convenants. Et les derniers 0,6%, en fait, alors, les 0,6%, ils sont pour le Crédit Agricole, dans une logique où le Crédit Agricole, tous les ordres sont passés à travers eux. Donc, il y a des frais de gestion du compte administratif, il y a des frais de gestion du passage d'ordre. Il y a un ensemble de frais qu'on a essayé de minimiser, avec lequel on a eu une grosse négociation. Et on est arrivé au même niveau que ce que propose un assureur, c'est-à-dire 0,6%, pour grosso modo la tenue de compte administratif, la gestion administrative du compte et la gestion des ordres. Alors on avait une question qui revient souvent et qui nous est reposée, là, je pense, sur l'organisation de la gestion et des choix de gestion. On parle du robot Yomoni, et la question c'est, votre robot avait-il anticipé la chute des cours en début d'année? Il faut trouver le robot, là, il faut lui demander. Alors, sur notre gestion, on l'a dit, nous, on essaie de gérer en risque avec un paramètre discrétionnaire sur une approche macroéconomique, qui est également assez quantitative, mais qui est empirique, et un aspect très quantitatif, très systématique, qui sont qu'est-ce qui se passe sur les marchés, quels sont les signaux que les marchés donnent. On essaye de gérer en risque, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on essaye justement pas de prévoir quels sont les marchés qui vont monter le plus ou essayer de faire du trading. On va essayer de se dire, est-ce qu'on est dans des conditions normales de marché, donc l'allocation va être proche de l'allocation cible de long terme. Est-ce qu'on est dans des conditions favorables, donc on va probablement prendre un peu plus de risques et d'accélérer un petit peu la performance, ou alors au contraire, on est dans des conditions qui nous paraissent suspectes, qui peuvent augmenter la probabilité d'un choc ou de baisse du marché, et donc on va réduire ce risque. Donc c'est exactement ce qui s'est passé fin de l'année dernière, au dernier trimestre de l'année dernière. On avait des indicateurs quantitatifs qui nous disaient les marchés ne se portent pas très bien, le risque augmente dans le marché, donc le robot l'avait un petit peu dit. Il l'avait dit probablement trop tôt, puisqu'on avait déjà des signaux assez importants septembre et octobre. Et puis, nous, notre vision macro s'est affinée en décembre sur une perspective qui justement concordait et qui nous a poussé à
débrancher un petit peu l'allocation au risque pour passer en plus en défensive. On n'a pas prédit au jour près, et ce n'est pas justement une prévision, c'est plutôt une anticipation de quelque chose d'un petit peu d'anormal. On avait réduit les portefeuilles et c'est pour ça qu'on les a rééquilibrés aujourd'hui. On va dire que le robot avait une bonne intuition là-dessus, sur ce degré de risque qui est arrivé un petit peu sur les marchés. Et pour rebondir sur ce point, alors justement, la question suivante, c'est est-ce qu'il nous arrive de contredire les orientations, les indications que nous donne le robot? Alors, bon, j'ai parlé de robot, mais qu'on soit bien clair, la gestion, elle est discrétionnaire, c'est-à-dire qu'elle est gérée par un comité d'investissement fait de professionnels, et donc le robot, c'est plus un ensemble d'outils et d'indicateurs quantitatifs, mais qui sont des indicateurs souvent que d'autres gestions utilisent. Nous, ce qu'on essaie surtout de faire, c'est de le faire de façon systématique, d'avoir un process où les humains décident, mais de façon très rigoureuse et très répétitive. On évite les à-coups et les décisions émotionnelles. Donc, la réponse est oui, évidemment, puisqu'on utilise un faisceau d'informations pour appuyer sur le bouton. De temps en temps, par nature, les informations vont être parfois contradictoires, qu'elles soient quantitatives, entre elles même. Mais justement, notre expérience, c'est de faire un filtre et de détecter le bruit et le signal. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment le signal, la tendance, et d'essayer d'enlever le bruit. Donc, il y aura forcément toujours des moments où on aura un œil sur la qualité de l'information du signal, ce qu'on nous donne. Et typiquement, c'est vrai qu'on a, par exemple, pour donner un petit exemple, on a accéléré, on a un peu anticipé en mars-avril le fait qu'on aurait des signaux quantitatifs qui seraient de plus en plus favorables. Donc on a un petit peu accéléré les informations quantitatives, mais c'est tout l'intérêt de la gestion, c'est d'avoir des modèles qui ont appris du passé et notre expérience pour ne pas avoir à prendre sur le tas. C'est-à-dire qu'on se base quand même sur ce qui s'appelle le backtest, mais aussi ce qui s'appelle humainement l'expérience, pour se dire, c'est des configurations qu'on a déjà vues, c'est un set d'informations qui de temps en temps peut être contradictoire, et ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une décision simple et de savoir pourquoi on l'a fait. Je pense qu'on ne peut pas imaginer l'un sans l'autre, c'est-à-dire que ça serait uniquement des modèles quantitatifs, ce serait une sorte de martingale, il faut être très concret, ça n'existe pas, et voilà. Et derrière il y a tellement de données maintenant analysées, il y a tellement d'informations analysées, que des simples humains avec uniquement des moyens très simples pour analyser, ça serait pas évident. Donc je pense que le mix des deux, de s'appuyer sur beaucoup de bases de données, beaucoup de modèles quant, mais derrière, in fine, la personne qui appuie sur le bouton, c'est un comité d'investissement composé de personnes expérimentées. Je pense que c'est le meilleur panachage des deux. Alors, je vais essayer de faire une promesse, puisque la question sur la gestion revient souvent, soit en chat quand on prend les clients, soit même de visu quand on présente. On va s'efforcer de rendre la rendre plus intelligible, de faire peut-être un livre blanc sur la gestion et notre process. Mais bon, si je fais une promesse, ça sera pour la fin d'année. Voilà, ça devrait être plus explicite pour un certain dose d'expertise. On parle quand même à des gens qui veulent vraiment se plonger. Parfait. Alors, une autre question qui revient souvent et là qu'on nous pose sur les investissements, la gestion d'investissement, c'est quand est-ce qu'on sera en mesure de communiquer sur les performances de nos profils sur la première année? Alors, ça, c'est un élément qui revient effectivement très souvent. Chaque personne et chaque client a bien sûr l'information sur sa performance et la performance de son contrat d'assurance vie, de son compte libre ou de son PEA sur le site de consultation. Donc ça, il n'y a aucun problème. Pour pouvoir nous communiquer sur l'intégralité des profils et sur leur performance, l'autorité des marchés financiers, l'AMF, nous demande d'attendre 1 an de gestion. Donc la gestion a commencé 28 septembre. 28 septembre. Donc le 28 septembre 2016, nous pourrons communiquer et nous communiquerons l'intégralité des performances sur tous les profils. Alors, c'est clair, on n'a rien à cacher, si c'est la question. Les clients s'en sont rendus compte. Après, on a une autre question qui est un peu liée au sujet dont on parlait tout à l'heure sur les différentes enveloppes et le choix des profils. La question, c'est est-ce que 2 profils du même niveau dans des enveloppes différentes sont constitués des mêmes produits et ont le même niveau de risque exactement?
Alors, on va parler du compte titre et de l'assurance vie, puisque le PEA ne concerne qu'un seul profil, mais ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer d'avoir la même allocation, ils répondent à la même gestion. Par contre, il y a des contraintes qui sont liées à la taille minimale, à l'éligibilité de certains supports, qui font que sur le compte titre, on va avoir certaines restrictions. Pour l'instant, on privilégie plutôt les fonds indiciels qui nous permettent d'avoir ce qu'on appelle la décimalisation, c'est-à-dire des tout petits montants, alors que les ETF en Europe sont souvent sur des tailles minimales de l'ordre de 80 à 140 euros. Ce qui fait que c'est assez difficile d'investir de la façon dont on fait, qui est quand même c'est assez unique, puisqu'on est à peu près entre une dizaine et une vingtaine de supports dans un profil équilibré, de répartir 1 000 euros en petits morceaux, sachant qu'on a des blocs de 100, 150 euros. Donc, ce qu'on a fait en particulier pour gérer les versements mensuels, on a essayé de privilégier ce qu'on appelle les fonds indiciels, qui permettent d'avoir des parts de fonds, des virgules de fonds, des petits morceaux, et ça permet d'investir chaque fois, même le petit peu. Donc, oui, on va avoir dans la sélection des produits une différence entre ce qu'on a dans le compte titre à un profil équivalent de l'assurance vie. Ensuite, le PEA est assez particulier. Il faut mettre dans le PEA que des produits qui sont éligibles au PEA. Donc, ça réduit encore plus l'univers. Typiquement, pour ceux qui connaissent bien, ça nous oblige en général à avoir des gestions et des produits de gestion française. Américains qu'on utilise pour l'assurance vie, pour certains titres, ne produisent pas de produits éligibles au PEA, parce que c'est concerne que le marché français. Donc ça réduit un petit peu l'offre, donc on est un peu plus contraint et on a un petit peu moins de lignes. On a une autre question qui revient sur le fonds euro. Alors certains banques assureurs conseillent de sortir du fonds euro afin de prévenir les conséquences d'un krach obligataire. Qu'en pensez-vous? Alors, je pense que nous, notre message, notre mission, c'est d'améliorer l'épargne des Français. Ça, donc, on n'a pas un message fort d'une mission sur le fonds en euros, ni sur l'assurance vie. Donc, le premier constat, c'est que les Français ont trop de comptes épargne, les Français restent trop sur leur compte courant. Donc, c'était déjà de répartir l'allocation d'actifs sur des actifs qui sont plus rémunérateurs. C'est vrai qu'on parle toujours des actions, mais il y a aussi des obligations. Et typiquement, le fonds en euros est une relativement bonne alternative pour avoir un rendement sans risque. Il y a une certaine liquidité. Après, la contrainte porte plutôt sur l'assureur lui-même, plus que sur le client. Sur le client, comme Sébastien l'a dit, aujourd'hui, il profite des plus-values magasinées par d'autres clients antérieurs à son adhésion, sur lesquels lui va pouvoir bénéficier des plus-values. Donc, il ne faut pas qu'il s'en prive. Par contre, l'assureur, lui, doit gérer un problème qui est que l'argent qu'il reçoit, il aura du mal à investir avec si peu de rendement. Moi, j'aurais tendance à dire, aux épargnants français, le fonds en euros, c'est mieux que le livret A, mais de toute façon, le fonds en euros, ce n'est pas une fin en soi. Dans 2-3 ans, on aura de toute façon une convergence vers le bas des fonds euros. Nous, avec notre assureur, je pense qu'on est relativement bien loti par rapport au taux qu'il sert actuellement et ce qu'il a encore en réserve. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais la fin en soi, c'est d'avoir une vraie allocation diversifiée. Et de toute façon, quand les taux sont déjà à 0,2, je crois que les taux allemands sont négatifs en ce moment, sur toutes les obligations. Ce ne sera pas une fin en soi sur le long terme. Sur le long terme, il faut une vraie diversification sur les produits, probablement plus risqués également. D'accord. Alors, on a une autre question qui porte sur le simulateur qu'on trouve au début de notre parcours. Alors, la question, c'est sur quelles hypothèses se base ce simulateur? Je pense que Sébastien peut déjà parler de la façon dont on a fait le simulateur. En fait, le sujet sur le simulateur, c'est un élément clé pour nous parce que c'est un élément qui se veut pédagogique. La vocation du simulateur, c'est toujours ce qui est un peu difficile à appréhender lorsque vous allez dans un endroit où on vous propose un produit financier, c'est finalement essayer de se projeter sur 5, 10 ans, 15 ans, 30 ans et se dire mais globalement, ça peut donner quoi ce type de produit? Donc, Murtaza va détailler les hypothèses qu'il a prises, mais la vocation était vraiment de bien illustrer, de pouvoir facilement rentrer dans le sujet pour un client qui ne s'y connaît pas forcément et de se dire, OK, j'ai 10 ans, j'ai 15 ans, j'ai 30 ans, je peux économiser tant par mois ou je peux déposer tant un seul coup au départ. Je joue un peu avec les profils de risque pour voir à peu près les variations que ça peut générer. Et la vocation, c'est de dire, voilà, il y a des scénarios qui sont défavorables et des scénarios qui sont
plutôt favorables, puis il y a peut-être des scénarios très favorables, et en fonction de ça, vous avez une amplitude. Moi, j'aime bien raisonner en notion d'amplitude, une amplitude de possibles. Et ça vous permet d'un petit peu visualiser ce qui peut se passer, les scénarios qui peuvent se produire. Ça, normalement, ça doit vous permettre, dans la suite de votre souscription, de votre projet, de mieux imaginer, en fonction du profil que nous, on va vous recommander, et que vous avez le choix de modifier, mais qu'on va vous recommander, de ce que pourrait donner une gestion comme la nôtre, très diversifiée. Alors, sur les hypothèses qui sont surveillées, hein, justement, c'est assez important. Quand on communique sur le site avec le simulateur, on est surveillé par nos autorités. On a fait des hypothèses de long terme sur chacune des classes d'actifs, donc les actions, les obligations de long terme, les obligations d'entreprise, également le monétaire, également les matières premières. Donc on a fait ces hypothèses-là, qui sont assez conservatrices pour surtout la partie sans risque, parce que effectivement les taux sont bas, donc on ne peut pas inventer des taux à 3, 4, 5% comme il était dans l'histoire. Donc on n'est pas parti de moyenne historique, qui était très important, qui était aussi un prérequis pour la RF. Et on s'est adapté aux conditions de marché d'aujourd'hui. Par contre, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'entre gestion et simulateur, la vraie concordance, c'est le niveau de risque. C'est-à-dire qu'on a une certaine allocation par profil risque avec 100% action. Avec la gestion, on a la même concordance pour le profil risque. C'est-à-dire que la volatilité qu'on va utiliser dans le modèle est celle qu'on va utiliser dans la calibration des profils. Donc, on va gérer aussi en concordance avec le simulateur. Par contre, les hypothèses qu'on utilise sont des hypothèses de long terme dites de modèle d'équilibre. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le niveau du marché aujourd'hui pour savoir que si le marché a baissé, peut-être qu'il va remonter, donc on va changer le simulateur au mois de mois sur des prévisions. On va avoir plutôt des modèles de long terme, de dire en moyenne, sur vraiment très longtemps, parce qu'on va faire des prévisions à 35 ans, hein, je pense, dans le simulateur, on devrait avoir ce type de croissance économique, ce type d'inflation, et donc ce type de rendement du capital, et donc en moyenne, les actions vont avoir cette rentabilité. Elles sont indépendantes des conditions de marché du moment. Il ne faut pas le voir comme une prévision du marché, des actifs, mais de moyenne d'équilibre. Mais voilà, n'hésitez pas à envoyer des questions plus techniques, on pourra parler de ça. Et globalement, on peut aussi documenter les hypothèses. Pour information, donc sur la partie, tout le simulateur donne des hypothèses nettes de frais. Donc on a enlevé les 0,6 quand on a un profil 1 et les 1,6 quand on a un profil 6, 7, 8, 9, 10. Et donc c'est vraiment c'est ce que le client pourrait avoir dans l'univers des possibles et des probables dans un portefeuille géré chez nous. Parfait. Alors, on a une question, on a déjà évoqué un peu ce point, mais peut-être pour repréciser, lorsqu'un client transfère un PEA déjà existant chez nous, deux éléments, on est d'accord qu'on reprend ce PEA et on le gère comme on gère une assurance vie ou un compte titre. Et le deuxième élément de la question, c'est s'il a déjà des positions sur son PEA, qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, vous avez effectivement les deux cas. Donc oui, la réponse à la première question, c'est oui. Il sera géré sous mandat, donc c'est effectivement Yomoni qui se chargera de faire passer les ordres d'achat et de vente pour assurer que l'allocation sur ce compte titre ou ce PEA corresponde à la stratégie et à l'allocation stratégique et tactique définie par le comité d'investissement. Et en ce qui concerne le transfert, effectivement, vous avez deux possibilités. Vous avez soit des lignes de titres déjà existantes dans votre PEA, et en fonction généralement des tarifications que pratiquent les banques, vous allez souhaiter soit nous transférer l'intégralité des lignes parce que c'est plus simple, et puis dans ce cas-là, nous, on va recevoir des lignes qu'on va vendre pour les remplacer par les ETF et les produits des allocations, soit vous estimez que finalement, ça vous coûtera moins cher chez votre banque actuelle de solder ces positions et de nous envoyer uniquement un compte PEA qui est déjà totalement en cash. Donc ça, le plus simple, c'est de nous transférer les titres, nous on s'occupe de tout et après on vend. Après, si vous pensez que la tarification se fait ligne à ligne à chaque transfert, il peut être parfois pertinent de se dire je solde la position chez mon banquier et je vous envoie uniquement un PEA qui est déjà totalement en cash. Et moi, j'ajouterais que typiquement, ces questions sont celles qu'il faut adresser à nos conseillers financiers. Je pense qu'ils sont assez experts sur le sujet et ils prennent bien en charge comment d'accompagner et d'expliquer ce que le client a à faire et ensuite là où Yomoni intervient pour prendre en charge la transition. Yomoni a vraiment vocation à aider dans la relation qu'il y a effectivement dans ces moments-là avec sa banque traditionnelle pour faire en sorte que dans les termes, dans les discussions, parce que parfois on peut rapidement rentrer dans de la technique, et faire en sorte que le client soit tout à fait équipé pour aller s'adresser à son conseiller traditionnel et lui expliquer ce qu'il souhaite faire pour le transfert. Et on peut le faire à sa place.
voilà, de temps en temps, il faut aussi être clair, les banques qui détiennent aujourd'hui le PEA n'ont pas forcément envie de jouer. Donc, il faut, Concrètement, voilà, ça on peut les accompagner là-dessus. entendu. Alors, on allait, je pense, revenir sur un élément d'analyse que tu nous as livré sur le Brexit tout à l'heure. La question, c'est, il semble que Murtaza disait que le Brexit serait une bonne nouvelle sur les marchés. Alors, peut-être juste pour bien préciser, pour avoir la bonne compréhension là, sur ton analyse sur ce sujet. Alors, je crois que la question, c'est pourquoi le Brexit serait une bonne nouvelle. Pourquoi le Brexit serait une bonne Est-ce nouvelle que c'est une bonne nouvelle pour les marchés? Est-ce que c'est une bonne nouvelle personnelle? On va faire deux réponses, puisque maintenant je suis sorti du bois avec cet édito. Bon, la question sur la partie politique, pour moi, elle est assez simple. C'est que les Anglais ont eu une politique de passagers clandestins sur l'Union européenne, c'est-à-dire de rentrer pour bénéficier du libre-échange sur lequel eux ont toujours eu intérêt, comme leur Commonwealth, mais à jouer sur le tableau de leur Commonwealth et également sur le marché européen, mais d'en subir assez peu de conséquences, assez peu de contraintes. Et l'exemple le plus clair, c'est la non-adoption de l'euro. Donc, on va dire que les Européens, français et allemands en particulier, sont dit que pour l'équilibre des forces, ce serait bien d'avoir un troisième, mais à qui ils vont probablement donner trop de concessions. Et voilà, le passage à l'euro aurait été une bonne force d'engagement. Donc on n'a pas fait. On se retrouve avec des Anglais qui, en particulier avec un marché du travail très libéral et une classe financière aussi extrêmement libérale, ne serait-ce que en termes de surveillance et beaucoup plus laxiste que les classes continentales, bénéficient un petit peu du cheval de Troie dans l'Europe. Donc il faut être assez clair. L'Angleterre, dans l'euro, serait un bénéfice pour les continentaux. L'Europe, telle qu'elle est aujourd'hui, en pur passager clandestin, est plutôt, je ne dirais pas nuisible, mais en tout cas, elle apporte assez peu de bénéfices et ils en tirent clairement de bénéfices. Donc, dans ce cadre-là, le Brexit, voilà, ce serait aussi mettre les choses beaucoup plus claires, forcer les Anglais à faire un choix en Europe complètement ou en dehors, avec les contraintes que ça pose, que certains d'autres pays arrivent à supporter. On le voit pour la Suisse, mais c'est pas forcément si facile. Je pense qu'on leur a laissé un petit peu trop d'avantages. Mais ça, c'est un point de vue politique, peut-être personnel. Il n'intervient pas dans la gestion que les clients se rassurent. Sur la partie gestion, ce que je dis juste, c'est que le marché craint un petit peu le Brexit sur la partie de la monnaie. Donc, c'est la monnaie qui prend le risque du pays, voire la dette. Mais il n'y a pas trop de problème de dette en Angleterre, c'est pas la Grèce. Donc, c'est plutôt la monnaie qui affaiblit. Et si le Brexit se concrétisait, ce qui n'est pas encore complètement dans le marché, la monnaie faiblirait encore plus, parce qu'il y aurait peut-être une sortie de capitaux. Et ça, en fait, pour le marché anglais, pour les actions anglaises, qui sont souvent des sociétés internationales qui n'ont rien à voir avec l'économie anglaise, ça sera assez bénéfique parce qu'elles sont cotées en sterling. Donc, pour un marché anglais en sterling, le marché action pourrait monter. Pour le reste de l'Europe, voilà, a priori, c'est autre chose. On ne voit pas de catastrophe parce qu'en particulier, le Brexit est assez peu probable. Parfait. Alors, une autre question sur la stratégie d'investissement. Alors, c'est une question de Thomas qui nous demande, il existe une gestion indicielle qui essaye de battre le marché. Est-ce votre cas? Alors, nous, on essaie. Déjà, le marché, c'est un ensemble de tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que voilà, le marché, ça ne représente rien. C'est à nous de définir quel est le marché. Donc, ce choix-là, ce qu'on appelle la location stratégique, c'est de définir quel est notre univers d'investissement. C'est déjà un choix de gestion. Il ne faut pas oublier qu'il n'existe pas de gestion passive à 100%. La seule gestion passive à 100% s'appelle rester en compte courant. Et c'est ce qu'effectivement font les Français assez activement et qui ne leur rapporte rien. Donc, je pense qu'il faut aussi séparer les gestions actives et les gestions passives sur ce point-là. Voilà, être passif, effectivement, c'est pas prendre de risques, mais c'est pas avoir de performance. Ensuite, une fois qu'on a défini cet univers d'investissement, est-ce qu'on va essayer de battre cet univers? Ça, c'est effectivement un challenge assez difficile qui, en moyenne, ne paye pas. Ce que nous, on fait, c'est que cette allocation stratégique permet de définir cet univers sur lequel on va être investi en moyenne. Et donc, on va essayer de bénéficier de cette performance. La seule chose qu'on fait de façon mensuelle ou à court terme, c'est d'essayer de réduire le risque sur cette allocation. Parce que cet univers d'investissement, il va nous poser il va nous amener des surprises.
Et on sait que une bonne stratégie d'investissement n'aime pas les surprises, n'aime pas les sorties de route. Et donc, on va essayer surtout de lisser cette performance dans le temps par rapport à l'indice que nous-mêmes avons décrit. Donc, vous voyez dans les comptes rendus trimestriels, on met ce qu'on appelle le portefeuille de référence, qui est cette gestion indicielle que nous-mêmes avons construite, et ensuite on fait une gestion qui essaie d'amortir les cycles. Voilà. C'est peut-être ambitieux, mais en tout cas, ce n'est pas une promesse de performance, puisqu'on ne veut pas se retrouver à essayer de courir après, parce que nous-mêmes, on a défini comme le portefeuille optimal. Parfait. Merci beaucoup, Mortaza, pour toutes ces précisions. Alors, peut-être on a une dernière question sur les ETF. Alors, on va avoir une question pour Sébastien, peut-être une dernière question sur la partie stratégie d'investissement. On n'a que 70 ETF, il me semble. C'est faible au regard des clients qui nous posent cette question. Est-ce que vous comptez en rajouter? Alors, on a plus que 70, mais à la limite, ce sera plutôt une centaine, et incluant les fonds indiciels. Nous, on n'a pas besoin d'en ajouter des tonnes. Hein. De toute façon, les portefeuilles sont investis entre 10 et une vingtaine. Le PEA, c'est un petit peu moins. Mais on part d'un univers de 2500-3000. Donc, en fait, le travail de prendre les ETF, un large univers, et de les réduire, on l'a fait en amont. On n'a pas besoin de les avoir tous. De toute façon, il y a énormément d'ETF qui font tous la même chose. C'est-à-dire que sur le CAC 40, il y a une dizaine d'ETF. Sur l'Eurostoxx 50, donc le marché européen en son ensemble, qui est extrêmement liquide et qui est très populaire, il y a une flopée d'ETF. Qui sont censés restituer le même indice. Donc, voilà, le même indice qui n'a que 50 valeurs. Donc nous, on ne fait pas des indices à 50 valeurs ou à 40 valeurs, on fait des indices à 200, 300, 600 valeurs. Donc c'est aussi, ça nous réduit l'univers des possibles. Ce qu'on va faire, pour que le client se rassure, c'est qu'on va commencer à intégrer un peu plus d'ETF sectoriels et un peu plus d'ETF nationaux, voire régionaux, pour enrichir l'allocation des profils listes, ou en tout cas l'allocation action, en particulier qu'on trouve dans les PEA, mais qu'on trouve aussi dans les allocations, dans l'ensemble des allocations sur la partie action. Mais il faut se rappeler, dans la gestion déléguée, on n'est pas un supermarché des ETF, on n'en a pas besoin de beaucoup. L'essentiel, c'est que ce soit les bons et qui cherchent. Aujourd'hui, dans un portefeuille type Yomoni avec 15 lignes, ça représente combien de valeurs pour un client? Là, c'est assez clair. Là, on a l'exhaustivité, on a à peu près entre 5000 et 700 valeurs, 7000 valeurs qu'on trouve soit dans l'obligataire, sur la partie crédit, les dettes d'entreprise, soit dans la partie action, où là, on passe assez vite les 200, 300, 500 valeurs pour les États-Unis, par exemple, avec le S&P. 500. Et pour être très clair sur le choix des ETF et pour dire comment ça se passe très concrètement, on est libre, des comptes titres, les comptes PEA, modulo les titres éligibles. Sur l'assurance vie, il y a effectivement tout ce travail de filtre qui est fait à partir des 2000-2500 ETF potentiels quand on arrivait à 70 ou 100 aujourd'hui. Et en fonction des nouveaux ETF qui apparaissent, ceux qui nous paraissent plus performants, eh bien, on se retourne vers l'assureur, on lui demande d'enregistrer ces nouveaux ETF pour en faire profiter nos clients. Donc ça, c'est un choix logique. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de tous les référencer tout de suite. Lorsqu'on a besoin d'un nouvel ETF ou qu'on pense qu'on va trouver un ETF plus pertinent sur une zone, on se retourne vers l'assureur, on lui demande de l'intégrer dans notre contrat et on peut après l'utiliser. Sur l'ETF, parce que je pense que c'est un peu une question d'expert, le marché européen n'est pas aussi mature et aussi ouvert que le marché américain. Donc, on a énormément d'ETF aux États-Unis, on en a pas mal en Europe, on est en train de rattraper, mais ils ne sont pas tous d'aussi bonne qualité et aussi facilement disponibles. J'avais parlé au début de la qualité de l'application, mais aussi de la disponibilité sur le marché quand nous on essaie de faire nos courses. Il faut faire attention à beaucoup d'ETF sur lesquels en fait, les prix ne sont pas très bons, très favorables aux investisseurs quand on essaie de les acheter. On n'est pas justement dans un marché américain qui est très ouvert au grand public, marché européen encore jeune. Après, nous, on a également des contraintes sur la place de marché. L'Europe est aussi fragmentée de ce point de vue-là. Et là, on remerciera les Anglais à nouveau sur les places de marché. Mais il y a des ETF qui cotent à Londres, des ETF qui cotent sur Euronext, donc le marché dont fait partie la Bourse de Paris. Et puis il y a des marchés des ETF qui cotent aussi en Allemagne, qui est une place très, très importante. Donc pour l'instant, on n'a pas les mêmes frais de transaction sur les différentes places. Il faut se souvenir que tous les frais sont inclus pour nos clients. Donc on essaye aussi de ne pas avoir une rotation importante qui pourrait nuire à l'ensemble. Donc on essaye aussi d'avoir des places de marché sur lesquelles on peut avoir des ETF.
Merci Murtaza. Alors, on arrive à la fin de la conférence. Je vous pose, il y a encore deux questions. Je pense une qui est vraiment intéressante, parce qui revient souvent, qui porte sur la gestion du cash. Il y a un client qui nous demande, j'ai 50 000 euros sur un compte courant à une horizon 6-24 mois. Qu'est-ce que vous me recommandez? Est-ce que Yomoni peut apporter une réponse à mon besoin? Alors, faut être très clair, hein, sur des horizons aussi courts, la vocation d'avoir une gestion sous mandat avec un horizon, alors en 6 mois, c'est une évidence, mais les 24 mois, c'est encore un peu court. Donc, on peut partir sur des profils qui sont extrêmement sécurisés. Sur 6 mois, je ne sais pas s'il y a un grand intérêt à rentrer dans une gestion sous mandat. Par contre, à partir de 2 ans, il n'y a pas de sujet. On prend ça en compte et le modèle de recommandation du profil de risque prend cette dimension en compte. Donc, il suffit de faire le parcours, de rentrer la période de l'horizon d'investissement, même s'il est court, et vous verrez la recommandation qu'on vous fera. Moi, je dirais deux choses là-dessus. C'est que, c'est vrai que nous, on a vocation à amener les Français, les épargnants sur le long terme. Donc, on a envie de dire, moins de 2 ans, ce n'est pas un projet d'investissement. Donc, on va même le simulateur n'est pas calibré pour faire cette horizon si court. À moins de 2 ans, ça ne sort pas. Parce que ce ne serait pas raisonnable de faire l'amplitude des possibles sur cet environnement-là. Donc, ce n'est pas le service idéal. Parce qu'on pense qu'on probablement il n'est pas dans la problématique où nous on essaie de servir. Après, on peut toujours utiliser nos profils à bon escient pour des utilisations auxquelles nous on n'a pas forcément pensé. Et c'est vrai que le profil 1 peut correspondre tout à fait à, même si on ne veut pas en faire la promotion, c'est long terme, mais à une place de parking. C'est vrai que le profil 1, c'est aussi pour ça qu'on l'a créé, c'est pour les gens qui ont des moments difficiles ou vraiment un besoin de sécurité absolue, on peut les mettre en profil 1, puisqu'on veut faire évoluer les gens dans le profil dans le temps. Donc, effectivement, là, cette question peut aller. Voilà, on peut effectivement lui suggérer un profil 1 sur le temps qu'il faut, au moins ça lui rapportera plus que son compte courant. Sans contrainte de liquidité. Exactement. Très bien. Alors peut-être pour conclure, Sébastien, une question qu'on a eue avant la conférence, qui porte un peu sur l'avenir de Yomoni. La question, c'est quelles sont les perspectives de Yomoni dans les prochaines années? Alors, le projet de Yomoni et l'ambition de Yomoni et la mission qu'on s'est donnée, et moi c'est pour ça que j'ai rejoint Yomoni maintenant depuis plus de 3 mois, c'est de poser clairement la gestion sous mandat comme une alternative forte et au compte courant pour la gestion de tout à chacun. C'est-à-dire que ce type de service qui était généralement réservé à des patrimoines qui étaient élevés, voire très élevés, nous, on est convaincus qu'il peut être valorisé pour l'ensemble des Français. Et donc, tout le travail qu'on fait, aussi bien d'organisation, de gestion, de communication, il a vocation à faire en sorte que cette offre de gestion sous mandat, elle soit connue, utilisée par le maximum de monde. Donc, si on se projette à 4-5 ans, si dans 4-5 ans, gestion sous mandat parle autant que livret A et compte courant, nous, on aura gagné. Voilà, c'est la mission qu'on s'est donnée. Et on compte, on va faire tout notre possible pour le faire, mais on compte aussi sur nos clients pour diffuser. Nous, on a un élément très fort avec nos clients. Je pense qu'il est à 2 niveaux et je trouve que le retour est absolument génial. Le premier, c'est que les nouveaux clients sont souvent des recommandations des premiers, preuve que les 10 premiers mois se sont plutôt bien déroulés, a priori l'expérience est satisfaisante. Et la deuxième, c'est qu'on est en co-création. Et ça, je pense que c'est une grande force. C'est-à-dire que ce dont on a parlé sur le fonds euro, sur le titre, les comptes titres, le PEA, l'expérience mobile, toutes ces améliorations, elles sont venues aussi de retour client, de demande client, de suggestion client. Et la vocation de Yomoni, c'est aussi de co-créer cette expérience. Et donc, on va faire en sorte de prendre le maximum de vos idées et d'essayer de les transformer pour que le plus grand nombre puisse en profiter. Alors, ça peut prendre parfois un peu plus de temps que ce qu'on aimerait, mais en tout cas, c'est bien dans cette logique-là, dans cette philosophie-là qu'on veut construire Yomoni. Merci Sébastien, je pense que ça sera les mots de la fin. Alors, pour ça, continuez à nous faire vos retours sur votre expérience Yomoni, votre expérience du service, sur la conférence, pour qu'on continue à améliorer le service qu'on vous apporte. Merci à vous deux. Merci, si jamais il y a le Brexit, on fera une conférence. Merci à tous. Merci beaucoup. Et à bientôt. Au revoir.